Sans un souffle idéaliste puissant, sans une plongée dans l'utopie, rien de grand ne peut s'accomplir. Fini le salissage des réputations, les gens n'y croient plus. Fini les achats de conscience. Les gens ne se laissent plus faire. Fini les opérations de violence. Le peuple est indigné et sait se défendre. Mesdames, Messieurs, ce sont tous là des signes de la libération qui sera la libération qui attend le Québec. En septembre 1959, lors d'une tournée du Grand Nord, le premier ministre Maurice Duplessis meurt d'une congestion cérébrale. Le Québec entre alors dans une ère de grands changements qui met fin à 16 années de ce que certains appellent la Grande Noirceur. Pour comprendre le climat au début des années 1960, je pense qu'il faut retourner à la période, aux années antérieures, c'est-à-dire aux dernières années du gouvernement de Maurice Duplessis. Les libéraux, les gens de Cité Libre ont qualifié de plus en plus cette période de grande noirceur. Il y a des curés qui avaient dénoncé la corruption électorale. On se rendait compte qu'on était en fin de régime. On se rendait compte qu'on avait besoin d'air, un peu plus d'air. Et quand Duplessis meurt, certains vont pousser un soupir de soulagement. Et quand arrive Paul Sauvé, on se rend compte qu'on rentre dans une nouvelle période, dans une nouvelle ère. L'Union nationale vit du souffle que son fondateur lui a donné. Paul Sauvé veut donner un style nouveau, progressiste au gouvernement unioniste. Mais il meurt subitement le 2 janvier 1960. Son règne n'aura duré que 100 jours. C'est Antonio Barrette qui lui succède et qui tente de faire réélire son parti au cours d'une campagne électorale houleuse marquée par de nombreux incidents. Mais le 22 juin 1960, les libéraux de Jean Lesage délogent l'Union nationale à l'Assemblée législative du Québec. Jean Lesage, quand il prend le pouvoir, dès le lendemain, en conférence de presse, dit aux journalistes, écoutez, les Québécois ne viennent pas seulement de changer de gouvernement, ils viennent de changer de vie. C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. C'est une victoire pour les mères de famille qui étaient inquiètes de l'avenir de la famille sur laquelle nous voulons centrer notre politique. Et quand j'ai parlé des jeunes, évidemment, je pensais à l'éducation. Et c'est une victoire pour l'ensemble de la population, pour les ouvriers, les hommes d'affaires, qui voient venir avec nous la stabilité économique. Né à Montréal en 1912, Jean Lesage grandit dans la ville de Québec. Il s'intéresse très tôt à la politique et fait preuve de talent oratoire dès son cours classique au petit séminaire. Avocat, il est élu député fédéral en 1945. Dans le gouvernement de Louis Saint-Laurent en 1953, il devient ministre des Affaires du Nord et des Ressources naturelles.
Mais lorsque les conservateurs de John Diefenbaker défont les libéraux en 1957, Jean Lesage quitte Ottawa et se fait élire chef libéral au Québec en 1958, à un moment où l'Union nationale connaît des sommets d'impopularité. Impatients de déloger le régime de Maurice Duplessis, les membres du Parti libéral provincial apprécient ses idées de réforme et ses talents de rassembleur. Les promesses sont nombreuses, les attentes sont énormes, le temps est compté. Il se met rapidement au travail et mise d'abord sur une équipe de ministres à forte personnalité. Georges-Émile Lapalme à la culture, Paul Gérin-Lajoie à l'éducation, René Lévesque aux ressources naturelles. Quand on parle de l'équipe du tonnerre, c'est parce qu'il y avait des éclairs. Si on parle de l'équipe du tonnerre, c'est parce qu'il y avait un peu de vent de tempête, un vent de changement. Une révolution, ça change toujours quelque chose. Comment est-ce qu'on peut, comme peuple, céder pour les situations qui nous attendent, qui nous confrontent? Eh bien, c'est en nous penchant sur chacun des individus qui montent, qui grandissent, le plus possible en essayant de les développer au maximum, en essayant de leur donner le maximum possible de compétences, de développement de leurs talents et de leurs ressources. C'est la première de nos richesses naturelles, les gens que nous sommes. L'explosion démographique de l'après-guerre produit l'effet d'une véritable bombe sociale. Si les années 40 et 50 ont été les années d'enfance des baby boomers, les années 60 représentent celles de leur adolescence. Ils exercent maintenant une pression considérable sur la société québécoise. Enfants rois, ils jouissent, principalement dans les grandes villes et leurs banlieues, d'un niveau de vie nettement supérieur à celui de leurs parents. Les jeunes dansent aux accents du rock and roll américain et britannique, et certains s'initient à l'existentialisme français. Ils découvrent de nouveaux horizons et rêvent d'une société plus moderne, plus ouverte. La religion, la famille, l'autorité, l'éducation, le travail, toutes les valeurs représentées par ces institutions seront remises en cause par les baby boomers à mesure qu'ils grandiront. Avec eux et pour eux, un monde nouveau se dessine. De sorte que ce climat de liberté-là, vous savez, certains, je peux prendre un exemple, la journée où ils divorcent et qu'ils claquent la porte et qu'ils arrivent à l'extérieur, qu'ils prennent un grand respire, ils se disent « je me sens libre ». Et c'est un peu ce qui est arrivé au Québec dans les années 1960. On s'est senti libre. On s'est senti qu'on était prêt pour les grandes choses. Je me demande si le Canada est un grand pays. Il est immense. Il est le deuxième pays après l'URSS, ça veut dire Russie. Bon. Est-ce que vous le saviez, vous autres? Maintenant, il y a au Canada... Au lendemain des élections de 1960, le clergé catholique a encore la main haute sur presque tout le système scolaire et il n'existe toujours pas de ministère de l'Éducation au Québec. Sitôt élus, les libéraux réalisent une première promesse et confient le secteur de l'enseignement au ministre Paul Gérin-Lajoie. Quelques mois plus tard, Québec annonce une série de mesures destinées à l'éducation. En premier lieu, les enfants sont tenus de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Québec veut également financer les écoles en suivant les principes démocratiques de la transparence et de l'équité. On souhaite accorder des fonds aux écoles selon leurs besoins objectifs plutôt que selon les règles occultes du favoritisme, comme c'était le cas sous Duplessis. Mais la modernisation du système scolaire ne fait pas que des heureux. Certains parents ont l'impression de perdre le contrôle de leurs enfants. D'autres craignent que cette réforme ne soit trop coûteuse. C'était mieux comme avant, parce qu'un qui voulait faire instruire ses enfants, il payait pour, puis il les instruire. Puis un qui voulait pas les faire instruire, ben il ne savait pas instruire. Bon, de ça coûte bien plus cher pour les envoyer au village, parce qu'il faut qu'ils aillent étudier qu'on va à messe, ni plus ni moins. Ça fait que ça prend 2 pires de étudier par année, tandis que quand ils allaient à notre petite école ici, une pire, ils n'auraient pour les années en mars. Fait que ça nous a emmené leur double de dépenses. Avec la réforme scolaire, on n'aura plus à payer. L'éducation est gratuite. Auparavant,
les parents devaient payer 25 cents par enfant par mois. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais en 1960, un professeur dans un collège classique gagnait initialement 4 800 $. Poussant plus loin la réforme de l'éducation, le gouvernement Lesage crée des écoles polyvalentes pour répondre à l'arrivée massive des baby-boomers aux études secondaires. Les polyvalentes incarnent vraiment l'esprit de la réforme. L'école mixte devient la norme. Les adolescentes ont accès au même programme que les garçons et les professeurs expérimentent de nouvelles méthodes pédagogiques. L'augmentation des budgets de l'éducation et les changements apportés dans les écoles exigent maintenant la création d'un ministère pour développer un système scolaire cohérent et démocratique. Partout, on demande un ministère de l'Éducation le plus rapidement possible, parce que, semble-t-il, on se rend bien compte que c'est là la clé vers une époque nouvelle dans le domaine de l'éducation. Tous ces changements ne se font pas sans ébranler le clergé catholique, qui, de guerre lasse, accepte ces nouvelles mesures, mais refuse de voir disparaître l'influence de la religion dans les écoles. D'autres également ne partagent pas les intentions du ministre. Outre les communautés religieuses, l'Union nationale s'y oppose farouchement. On ne démocratise pas l'enseignement en imposant la pédagogie par des fonctionnaires aux enseignants. Malgré ces oppositions, le gouvernement Lesage crée le ministère de l'Éducation au printemps de 1964. Le système éducatif est réorganisé en profondeur. Québec crée 55 commissions scolaires régionales catholiques et 9 commissions scolaires régionales protestantes. L'éducation est devenue l'affaire de l'État, mais on nomme un sous-ministre catholique et un sous-ministre protestant afin de permettre au christianisme et à leurs fidèles de continuer à faire entendre leur voix. La laïcisation n'est pas à l'ordre du jour de la Révolution tranquille. En 1961, lors d'une élection partielle, Claire Kirkland-Casgrain rejoint les rangs de l'équipe du Tonnerre. Je suis fier de compter parmi les députés à l'Assemblée la première femme députée à l'Assemblée législative de la province de Québec. Elle est nommée ministre sans portefeuille et s'en prend aussitôt aux aspects du Code civil québécois qui traite encore la femme de façon discriminatoire. Suite aux revendications de certains groupes de femmes, elle fait adopter en juillet 64 la loi 16, qui révise en profondeur le statut de la femme mariée. Avec cette loi, l'égalité des conjoints est reconnue et l'article stipulant que les femmes doivent obéissance à leur mari est aboli. Elles peuvent désormais exercer une profession autre que celle de leur mari et agir sans l'autorisation de celui-ci pour tout acte légal et notarial. On leur reconnaît enfin le droit de quitter la maison conjugale si elles ont des raisons de se croire en danger. Ce bill aura une portée considérable, non seulement pour les femmes mariées en séparation de biens, mais également pour les femmes mariées en communauté. D'abord, pour les femmes mariées en séparation, elles pourront dorénavant administrer leurs biens entièrement, toujours sans l'autorisation du mari, vendre, hypothéquer le reste. Dans le cas de la nécessité d'une intervention chirurgicale, une femme pourra faire entrer son enfant à l'hôpital et sa signature voudra dire quelque chose dorénavant. De plus, elle pourra intenter des procédures sans l'autorisation de son mari et même celle mariée en communauté de biens pourra administrer ses biens personnels sans intervention. Le changement est fondamental, mais il faudra tout de même attendre quelques années avant que cette réforme passe dans les mœurs.
les institutions financières, les notaires ont été très, très longs à être convaincus qu'une femme avait le droit d'emprunter de l'argent sans la signature de son mari, qu'elle avait le droit de faire des transactions financières sans la signature de son mari. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a même encore des vieux notaires qui ne sont pas encore convaincus qu'une femme peut faire ces choses-là. Ce nouveau statut de la femme devenant un élément aussi senior que se prétendaient les hommes depuis des siècles. C'est une révolution dans notre société, dans toutes les sociétés. Puis c'est une révolution qui est très, très fondamentale, comme doivent l'être les vraies révolutions. En fait, c'est en train de créer une nouvelle société. En 1960, le Québec compte un nombre important de femmes diplômées des écoles normales, plus de 5000. Certaines travaillent dans des hôpitaux ou dans des hospices, alors que d'autres sont employées dans des usines et de petits ateliers à un salaire inférieur à $1 de l'heure. Avec la réforme scolaire et le nouveau statut des épouses, les femmes peuvent plus facilement poursuivre leurs études et obtenir de meilleures conditions de travail. Tous ces changements leur ouvrent de nouveaux horizons. La société accepte de plus en plus la présence des femmes sur le marché du travail, à condition qu'elles continuent d'être de bonnes épouses et de bonnes mères de famille. En ce début des années 60, le nombre de mariages augmente constamment, mais les couples ont de moins en moins d'enfants. Une nouvelle vision du travail et de la famille transforme les mœurs des Québécoises et semble leur promettre un avenir plus facile. Mais la lutte des femmes pour l'émancipation ne fait que commencer. Fille sauvage qui préparait le feu et qui, mélancolique, partageait avec cet homme de silencieux repas, quand donc lui parlerez-vous? Longue est cette table qui vous sépare de lui, sévère votre regard. Ne pourrait-il entendre jaillir de vos dents blanches et dures cette fraîche colère qui serait votre rire? C'est une législation centrée sur les besoins de la famille québécoise. C'est la législation la plus humaine que nous pouvions apporter. Quelques mois après son élection, le cabinet Lesage accepte de signer une entente avec Ottawa pour la mise sur pied d'un régime transcanadien d'assurance maladie. L'année suivante, Québec adopte également la loi des hôpitaux. Ces réformes accordent à tous les Québécois le droit de se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux. Le nombre de malades hospitalisés fait un bond considérable. Le coût des soins de la santé augmente rapidement, mais les Québécois s'en trouvent mieux portants. La loi de l'assurance hospitalisation est vue comme une menace par beaucoup de groupes. Par les médecins qui craignent ça, ils se demandent qu'est-ce qui va arriver. On évoque la socialisation de la médecine, l'étatisation de la médecine. Ça fait peur aux médecins qui sont un groupe conservateur. Ça fait peur aux religieuses. Mais c'est sûr que l'assurance hospitalisation donne l'accès à tous les soins et aux meilleurs soins. C'est la grande différence. Avant, un indigent arrive dans une salle publique et n'a pas les mêmes soins que le patient qui arrive dans une chambre privée et qui a droit aux meilleurs soins, aux meilleurs traitements, aux meilleures analyses, aux meilleurs diagnostics. À ce moment-là, les grandes salles publiques où on retrouve 20 patients, par exemple, vont complètement disparaître. Ces réformes du gouvernement Lesage dans le domaine de la santé, du statut de la femme et de l'éducation et l'arrivée massive des baby-boomers sur le marché du travail modifient rapidement le profil de la main-d'œuvre québécoise. Au début des années 60, les francophones du Québec ont un revenu moyen inférieur de 35% à celui des anglophones du Québec.
En 1964, le Québec se donne un nouveau code du travail. Le droit de grève dans le secteur public est reconnu. Désormais, les travailleurs de l'État n'ont plus à être amis du parti au pouvoir pour obtenir un emploi. Cette nouvelle législation permet au syndicalisme de prendre un essor considérable et de négocier des conditions de travail plus avantageuses dans presque tous les secteurs de l'économie. Sensible aux revendications des travailleurs représentés par leur centrale syndicale, le gouvernement va de l'avant et crée un régime des rentes qui oblige chaque patron et chaque employé à cotiser à un fonds de retraite collectif. Ce nouveau régime permet à tous les salariés de recevoir, dès l'âge de 65 ans, une rente raisonnable qui s'ajoute à la pension de vieillesse versée par le gouvernement fédéral. Cette mesure aura des répercussions majeures sur l'économie québécoise puisque l'argent accumulé par le régime des rentes sera déposé à la Caisse de dépôt et de placement qui verra son capital croître à un rythme effréné. Les caisses populaires des jardins et les banques francophones prennent également un essor considérable. Ainsi, les prêts personnels et le crédit commercial deviennent plus accessibles. La construction domiciliaire explose, les banlieues et les villes des régions se développent. Éternels locataires dans leur propre pays, les Québécois caressent de plus en plus le rêve de devenir propriétaires. Au début des années 60, l'État québécois caresse lui aussi des rêves de grandeur économique et abandonne le modèle de développement régional cher au Québec traditionnel et au clergé. En 1962, lorsque M. Jean Lesage avait fait sa tournée post-électorale, il était arrêté à Rimouski, où il avait visité l'archevêque, Monseigneur Parent. Et à la fin de la cérémonie, l'évêque avait demandé, au fond, de l'argent pour ses colonies. Et M. Lesage était rentré dans une colère rouge, c'est le cas de le dire, et il avait dit « Vous n'aurez plus une scène pour vos terres de roche ». Alors, c'était vraiment la fin d'une époque. Nous avons atteint la maturité politique. Nous sommes prêts maintenant pour la libération économique. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire, c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Il revient maintenant à l'État de prendre en charge le développement économique. La Société générale de financement, la SGF, créée en 1962, devient le fer de lance de cette reconquête économique. Cette nouvelle société investira, entre autres, dans la production automobile et la sidérurgie de contre-cœur. Mais tout cela n'est qu'un début. L'hydroélectricité est la principale richesse naturelle des Québécois. Pourtant, en 1962, elle leur coûte très cher. En outre, les régions éloignées sont mal desservies. Il faut un réseau intégré et puissant pour capter l'énorme énergie des cours d'eau et répondre ainsi aux besoins d'une population en pleine croissance et d'une économie en expansion. Un défi de taille attend l'équipe du Tonnerre et surtout son ministre des Ressources naturelles, René Lévesque. Lévesque est un homme extrêmement intelligent. Il se met dans ses dossiers, il suit tout ce qui se passe dans son ministère des Ressources naturelles. Et dès 1962, il met de l'avant la grande réforme, la nationalisation de toutes les compagnies privées d'électricité. Et il n'y a pas de doute qu'à l'élection de 1962, avec le slogan Hydro-Québec, la nationalisation de l'électricité, la clé de notre émancipation économique, c'est Lévesque qui est la grande vedette de la Révolution tranquille à ce moment-là. La nationalisation, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est de transférer à 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire tous nous autres, la propriété de la première puis de la plus vitale de nos richesses naturelles. René Lévesque propose d'achever la nationalisation amorcée en 1944, lors de la fondation d'Hydro-Québec. Il veut étatiser les grandes compagnies d'électricité demeurées aux mains de la bourgeoisie anglaise au Québec. Le gouvernement est divisé, mais Lesage tranche en faveur de Lévesque et le peuple sera consulté. Le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. Non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français. Très rapidement, la campagne électorale prend une connotation référendaire.
René Lévesque et Jean Lesage multiplient leur présence dans les médias et les assemblées publiques régionales. Le thème « Maître chez nous » canalise l'appui de la population. L'électricité, on la veut québécoise et accessible à tous. Mais le chef de l'opposition tente de faire dévier le débat. Je vous dis que l'Union nationale de 1962 verra à ce que pas un cultivateur, pas un colon, pas un bûcheron, pas un ouvrier, pas une serveuse de restaurant, pas un portier, pas un employé d'usine, à commencer par les employés du gouvernement, ne gagnera moins que $1 de l'heure dans la province de Québec. Le 14 novembre 1962, après une campagne électorale à l'emporte-pièce, le Parti libéral obtient 57% du vote. Une victoire sans équivoque. L'électricité peut enfin passer aux mains des Québécois. Les banques anglophones de Montréal refusent cependant de financer la nationalisation. Le gouvernement québécois doit donc se rendre jusqu'à Wall Street pour emprunter l'argent nécessaire et quelques mois plus tard, Hydro-Québec acquiert à toute fin pratique le monopole de la production et de la distribution de l'électricité. L'onde de choc se fait sentir dans toutes les régions du Québec, particulièrement en Mauricie, berceau de la très puissante Shawinigan Water and Power. La plus grande entreprise de tout le Québec, avec ses 15 ou 20 000 employés, ses 2 milliards et quelque chose d'actifs, c'est 250 millions cette année de pouvoir d'achat dans toutes les entreprises qu'on essaie de faire dépenser dans le Québec comme jamais auparavant, parce que maintenant, les anciennes compagnies privées qui achetaient facilement en Ontario, aux États-Unis, etc., sont toutes dans l'hydro. Ça couvre tout le territoire. Les nouvelles usines qui sont venues des jonctions de nos nouveaux engins là, économiques et les compétences que ça nous a permis de former dans un domaine où il faut d'abord apprendre à sortir de notre mentalité traditionnelle comme peuple, en tout cas. Je ne parle pas des individus qui ont réussi, mais collectivement comme peuple, notre mentalité traditionnelle de gens qui regardent passer les autres dans l'économie pendant que nous autres, on est juste les employés. Il faut qu'on en contrôle des secteurs. Le Québec souhaite maintenant être présent sur la scène internationale. On ouvre des délégations du Québec à Londres, à Milan et à Paris. Avec la complicité bienveillante du général de Gaulle et de son ministre des Affaires culturelles, André Malraux, le gouvernement Lesage inaugure en grande pompe la délégation générale du Québec à Paris. Les échanges culturels et les voyages entre le Québec et la France prennent un essor considérable. La France redevient à la mode. Pour plusieurs, l'ouverture du Québec sur le monde passe d'abord par Paris. Les Français, quant à eux, découvrent avec ravissement que la Nouvelle-France a survécu, qu'elle se nomme maintenant Québec et qu'elle est en pleine effervescence. Dans la foulée de cette affirmation, le Québec se sent toutefois menacé par une culture anglo-américaine de plus en plus envahissante. Aux yeux de plusieurs, cet encerclement linguistique est la cause du piteux état dans lequel se retrouve la langue française au Québec. L'État du Québec, c'est le point d'appui commun, le levier dont nous pouvons et devons nous servir dans la poursuite des tâches que nous impose notre présence dans la réalité canadienne et notre survivance au sein d'un monde américain dont la culture est étrangère à la nôtre. En 1960, Jean-Paul Desbiens publie « Les insolences du frère Untel », dans lequel il dénonce, entre autres, l'omniprésence de la langue anglaise à Montréal et l'appauvrissement subséquent de la langue française au Québec. Peut-on sérieusement parler du visage français de Montréal ou de l'atmosphère française de nos ondes, si je puis ainsi dire? Dans ma propre ville, la majeure partie des enseignes commerciales sont écrites
Je peux bien employer le mot un joual ou un horse. À la demande de Georges-Émile Lapalme, le gouvernement Lesage crée un ministère des Affaires culturelles qui a également autorité sur l'Office de la langue française, chargé de défendre la qualité de la langue contre les empiètements de l'anglais. Être capable d'inculquer la fierté et l'orgueil de la langue à 5 millions de population, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on sait jusqu'à quel point l'anglicisme la pénètre, cette langue-là. Mais il n'y a pas que le ministre de la Culture qui se préoccupe de la qualité de la langue française au Québec. L'État protège les orignaux, les perdrix et les truites. L'État protège les parcs nationaux. Et il fait bien, ce sont là des biens communs. La langue aussi est un bien commun. Et l'État devrait la protéger avec autant de rigueur. Une expression vaut bien un orignal. Un mot vaut bien une truite. Plutôt que de déplorer la situation de la langue au Québec, d'autres choisissent de valoriser le bon parler français jusque sur les berges sauvages de la rivière Manicouagan. Ah, impossible, diront sans doute quelques échines trop souples. Et alors, madame et messieurs, moi je me cabre, car j'en ai assez de ce défaitisme. L'exemple de l'Hydro-Québec, qui n'utilise que le français dans ses plans et devis et comme langue de travail sur ces chantiers gigantesques de la Manicouagan, nous fournit quotidiennement une preuve que même en Amérique du Nord, le français est une langue que l'on peut utiliser dans les techniques même les plus audacieuses. C'est à la deuxième période, maintenant à 2 minutes 20. Le disque appartient à Young, il le renvoie à Gadsby. Là, c'est une autre passe à Parker McDonald et une autre captée par Howe. Son lancé est bloqué par Plante. De façon plus prosaïque, le populaire commentateur René Le Cavalier réapprend aux téléspectateurs que le sport national des Québécois peut aussi se jouer et se décrire dans la langue de Molière. Un matin, comme un enfant à la fin d'un trop long voyage, nous ouvrirons des bras nouveaux sur une terre habitable, sans avoir honte d'en dire le nom qui ne sera plus murmuré, mais proclamé. Sitôt créé, le ministère des Affaires culturelles se préoccupe de la vitalité des arts à Montréal. Mais en 1962, la vision de la culture demeure encore fortement teintée d'élitisme. Québec distribue des subventions à des organisations culturelles prisées surtout par la haute société montréalaise. Cette politique ne fait pas l'unanimité. Des artistes et des citoyens dénoncent le soutien exclusif du gouvernement à la culture de l'élite et aux arts dits bourgeois. On déplore entre autres la construction de la Place des Arts, étant donné qu'aucun artiste populaire québécois n'est invité à s'y produire. Au début des années 60, 83% des administrateurs et cadres du Québec sont anglophones. Il faudra attendre 2 ans pour que Claude Léveillé ouvre l'ère des chansonniers et des artistes populaires dans cette salle prestigieuse de la rue Sainte-Catherine. Et savait nous réjouir quand nous vivions le pire. Mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié, vous n'êtes plus de notre temps, restez dans vos musées. Depuis la fin des années 50, les boîtes à chansons font découvrir les artistes québécois à des milliers de spectateurs qui sont touchés droit au cœur par ces mots et ces airs célébrant leur identité collective. À l'apogée de ce phénomène, on compte des dizaines de boîtes à chansons dans toutes les régions du Québec. On dansait toute la soirée, puis le brun, puis la blanche, puis le corbeau dans la cage, et puis nous le passé minuit. Car les gars tout collés a perdu son amoureuse, il s'est fait mettre au bagage par ma femme plus beau que lui. Un dernier tour, la chaîne des dames va partir à Mazeré, la même plus fort à mon quand il est parti pas dimanche, je ne pas les mêmes tirer, si belle, si pas, et puis salut, pas si tout trois, j'avais la même. Sur toutes les scènes, on chante la fierté des Québécois, la poésie du pays et la quête d'identité et de liberté. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi,
dans la mer et la fleur dans la baie. Je suis de nationalité québécoise, française, et ces billots, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous pas m'achaler avec vos mesures à l'anglaise? Je l'ai connu là, en dansant le la. Une nouvelle génération de groupes populaires voit également le jour au début des années 60. C'est l'époque trépidante du yéyé. Fortement influencés par les succès de l'époque, ces groupes font danser la jeunesse sur des airs populaires français et des traductions des grands succès du rock and roll américain et britannique. C'est au Canal 10, créé en 1960 pour occuper le champ des variétés négligées par Radio-Canada, qu'ils connaissent la gloire grâce à la populaire émission Jeunesse d'aujourd'hui. Quand naît Télémétropole, il y a tout de suite un déplacement de la population vers Télémétropole et les gens de Radio-Canada ressentent un sentiment de trahison très fort à ce moment-là. Il y aura à ce moment-là une double vision du Québec. Cette vision plus sophistiquée, plus éduquée, plus correcte, et cette vision plus familiale, plus conviviale, plus simple avec Télémétropole. J'avais dit de tourner. Je regrette, Henri. J'ai été obligé de courir au deuxième. L'arrivée du Canal 10 n'empêche nullement Radio-Canada de poursuivre son mandat culturel en multipliant les téléthéâtres, les émissions de vulgarisation scientifique et d'affaires publiques, les émissions pour enfants et les entrevues avec des personnalités marquantes. Léo Ferré, est-ce qu'on peut parler un peu de votre carrière? Oh, vous savez, ma carrière, je m'en fous un peu. Ma carrière, ça m'ennuie que vous commenciez à me poser une question nécrologique. On parle de la carrière de quelqu'un quand quelqu'un n'est plus là. Oh là 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 là. Oh, ça alors. Ouf, ça m'a fait mal aux oreilles. Comment? Oh, pardon, bonjour, tout de suite. Tiens, retiens-moi. Arrête-toi. C'est moi, monsieur Surprise. C'est toi, mon ami. Surprise. Cet esprit nouveau qui s'empare des médias se fait sentir également dans le monde du cinéma. Les ciné-clubs et les salles de répertoire se multiplient partout au Québec. On y présente des productions américaines, des films de la nouvelle vague française et des documentaires. L'équipe française de l'ONF a le vent dans les voiles et produit des documentaires audacieux à contenu social et politique. Dans un style jeune et dynamique, l'ONF présente aux Québécois une image nouvelle d'eux-mêmes, plus près du quotidien. Chacun se découvre dans ce cinéma vivant qui explore l'imaginaire des Québécois et montre le pays dans sa diversité. Les maisons d'édition publient des titres audacieux, les librairies se multiplient, des auteurs apparaissent comme autant de nouvelles comètes. Les idées circulent librement. Une ligne, je le souhaite, divisera désormais notre petit monde. Ce sera celle de l'affirmation, la ligne du risque, la ligne du parti net, la ligne de la réponse sans embâge. La jeunesse est actuellement sollicitée par le désir de donner satisfaction à son besoin d'une parole claire. Les médias sont également en effervescence. Pour s'informer et exprimer leurs opinions, les Québécois disposent maintenant d'une variété importante de publications nouvelles. Le bouillonnement culturel du début des années 60 s'accompagne d'une nouvelle ferveur dans les luttes des travailleurs. Depuis 1964, le nouveau Code du travail reconnaît le droit de grève dans le secteur public et les travailleurs ne manquent pas de réclamer de meilleures conditions de travail.
Mais le gouvernement Lesage a peine à répondre aux revendications qui se multiplient. La question nationale, quant à elle, mobilise de plus en plus l'opinion publique. Certes, le gouvernement Lesage cherche à obtenir un statut particulier pour le Québec au sein du Canada, mais certains Québécois ne semblent pas disposés à attendre plus longtemps. Le nouveau parti du Rassemblement pour l'indépendance nationale répond à sa façon à l'appel de la jeunesse. Fondé au début des années 60, le RIN poursuit des buts radicaux et utilise des méthodes inspirées parfois des luttes de libération cubaines, algériennes et afro-américaines. Grands rassemblements, manifestations de rue, assemblées houleuses dans les universités et les collèges, les membres du RIN sont partout et imposent la question nationale dans tous les débats. Les discours de son président, Pierre Bourgault, enflamment la jeunesse et galvanisent les troupes. Au risque de déplaire à M. Lesage, il faut bien lui dire que oui, la France est une langue française. Les Français chez eux gagnent leur vie en français, dépensent leur argent en français, ils vivent en français, ils se gouvernent en français. Et ça ne les empêche pas de faire du footing, du shopping et de parler anglais, chinois, allemand, japonais, pour les relations internationales, pour le commerce international, pour le tourisme international. Et ça vaut pour tous les peuples du monde. Les Anglais chez eux en Angleterre sont unilingues anglais. Et les Suédois en Suède sont unilingues suédois. Et les Allemands en Allemagne sont unilingues allemands. Et les Anglais au Québec sont unilingues anglais. Peu à peu, l'idée de l'indépendance et du socialisme fait des adeptes chez les jeunes. Au début des années 60, il n'est pas toujours facile d'être séparatiste au Québec. Mais cela n'empêche pas de prendre position et d'intervenir parfois bruyamment. Les partisans du RIN considèrent comme un geste de provocation la visite de la reine Élisabeth à Québec en 1964 et estiment qu'ils doivent exprimer leur mécontentement. Reprenant à sa façon le slogan « Maître chez nous », Pierre Bourgault convoque tous les Québécois à réclamer la fin du colonialisme anglais. Des nationalistes de toutes les régions répondent à l'appel et convergent vers la vieille capitale. Sa Majesté parade sur les grandes avenues de Québec. De petits groupes lui sont sympathiques, mais la majorité des citoyens boycottent la visite royale. Après le passage du défilé, les manifestants se replient sur les plaines d'Abraham, mais la police de Québec charge la foule sans ménagement. Les manifestants sont pourchassés jusque dans les moindres recoins. Plusieurs jeunes sont passés à tabac, des dizaines de personnes sont arrêtées. À l'évidence, les Québécois ne sont plus des sujets de Sa Majesté. Au cours de ces années, de nombreuses autres manifestations ponctuent la vie politique québécoise. Dans un mouvement comme celui-là, vous le retrouvez dans la plupart des pays où il y a eu des mouvements indépendantistes. Il y a une certaine impatience qui se manifeste souvent chez les plus jeunes. Quand le mouvement, évidemment, débute, qui ne progresse pas trop rapidement sur le plan politique, ou qu'on considère que la voie électorale va prendre beaucoup de temps, il y a une sorte d'impatience révolutionnaire, une sorte de romantisme aussi, et puis un peu une désespérance, dans le fond. Ces mouvements-là sont nés parce que les gens voulaient aller beaucoup plus vite, et puis... finalement, le FLQ est né un peu dans ce contexte-là. C'était surtout des jeunes, il y avait des personnes plus âgées aussi, mais c'était des gens qui voulaient aller plus vite. Et puis, finalement, c'est comme ça que la violence est apparue. Le terrorisme fait son apparition sur la scène politique québécoise. On peint d'abord des slogans menaçants, on publie des déclarations belliqueuses, on vole de la dynamite dans les chantiers de construction. En 4 mois, 15 bombes éclatent au pied des statues de Wolfe et de la reine Victoria, dans des casernes de l'armée canadienne,
dans des édifices fédéraux, dans des installations ferroviaires ou encore à Westmount, dans des boîtes aux lettres. Pour les jeunes du FLQ, les bombes valent 1000 mots. Il faut faire table rase maintenant. À Ottawa, le gouvernement Pearson s'inquiète. Aux yeux du premier ministre canadien, prix Nobel de la paix, des compromis raisonnables avec les nationalistes québécois pourraient aider Jean Lesage à maintenir la Révolution tranquille dans un cadre serein et surtout canadien. Ottawa décide donc d'instaurer une commission d'enquête, la commission Laurando-Danton, pour écouter les récriminations des Canadiens français et trouver une façon de réorganiser le Canada sur le principe de l'égalité entre les deux peuples fondateurs. Il y a certes beaucoup de langues et de cultures au Canada. Mais il y a deux groupes plus importants que les autres. Ces deux peuples, l'anglophone et le francophone, veulent-ils et peuvent-ils vivre ensemble? Au début des années 60, les francophones arrivent au 12e rang sur 14 dans l'échelle des revenus selon l'origine ethnique au Québec. Le Canada anglais prête une oreille attentive aux doléances des Québécois qui s'expriment sur leur statut de peuple dominé, discriminé. En 1965, le dialogue semble encore possible et certains caressent l'espoir d'un Canada bilingue, biculturel et binational. Mais l'effort de rapprocher ce qu'on appelle les deux solitudes, les Français et les Anglais, s'avère pour le moins laborieux. Au terme de son deuxième mandat, le gouvernement Lesage peut faire valoir les grandes réformes réalisées en 6 ans. Le Québec est devenu un État moderne et la population semble s'adapter au changement. Mais le cabinet et surtout l'opinion publique sont de plus en plus divisés sur l'ampleur, le rythme et le coût des réformes. Et tout ça va faire que, en 65-66, il y a un genre d'essoufflement qu'on ressent chez une bonne partie de la population. Ce qui fait que on commence à être fatigué un peu de payer des taxes, augmentation des impôts, inquiétude face à l'avenir du Québec. On se demande jusqu'où vont aller les réformes. Les régions se sentent parfois négligées. D'autres reprochent aux libéraux d'avoir écarté le clergé trop rapidement. Au Parti libéral, l'aile nationaliste se heurte de plus en plus à la majorité fédéraliste, qui ne veut pas remettre en cause l'unité canadienne ni sa coopération avec Ottawa. Pendant la campagne électorale, l'Union nationale joue sur 2 tableaux. Elle capitalise certes le mécontentement des régions, mais elle promet des améliorations aux réformes réalisées par les libéraux. Faisant cavalier seul, Jean Lesage promet de poursuivre la Révolution tranquille, mais il n'a pas de nouveaux défis à proposer. Sensible à la montée d'un sentiment identitaire parmi les Québécois, Daniel Johnson, quant à lui, n'hésite pas à afficher un nationalisme revendicateur. Dans certains comtés de Montréal, le vote combiné des unionistes et des indépendantistes enlève quelques sièges aux libéraux. On peut dire que si l'Union nationale a réussi à gagner ces 3 comtés où pour le moment elle a l'avance, eh bien l'Union nationale sera le prochain parti porté au pouvoir. Pour le moment, cependant, il ne faut pas aller trop vite. Allons à Québec. Monsieur Lesage s'y trouve. Jacques Fauteux, à vous. Merci Pierre Nadeau. Monsieur Lesage, à l'heure actuelle, quelle serait votre déclaration par rapport aux candidats élus et à venir? Je crois que la majorité du peuple québécois croit dans cette révolution tranquille, croit qu'elle doit se continuer. Et nous sommes prêts à la continuer. Oui. Alors, votre réaction, Monsieur Johnson? Voici, si M. Lesage n'est pas certain d'avoir perdu l'élection, nous sommes certains de l'avoir gagné. Le seul parti qui sort de cette campagne avec une victoire, c'est l'Union nationale. Et c'est très évident pour nous et pour toute la population
Monsieur Johnson, une dernière question, si vous permettez. On sait maintenant que votre parti n'obtiendra pas la majorité des suffrages dans la province de Québec. Est-ce que vous considérez que si tel avait été le cas, votre victoire aurait été complète? Il est évident que tout le vote anglophone de Montréal, le vote juif de Montréal, tout ce qui n'est pas canadien-français a été à noir contre l'Union nationale et a supporté les libéraux. Et si vous enlevez le vote anglophone de Montréal, je pense bien que l'Union nationale a une majorité considérable sur les libéraux. Merci beaucoup, M. Johnson, et encore une fois, nos félicitations. Merci. Merci. Bonsoir, M. Johnson. Le 5 juin 1966, celui à qui aucun n'accordait la moindre chance d'être élu devient le premier ministre du Québec. Que nous réserve-t-il? Notre problème à nous, Canadiens de culture française, c'est ce complexe d'infériorité. Libérons-nous de ce complexe d'infériorité. Et ensuite, conduisons-nous non plus comme des conquis,